Deux hommes vont se rencontrer dans une prison américaine. Ils se sont retrouvés là tous les deux pour différents délits, allant du viol jusqu'au cambriolage. Lors de leur rencontre, ils se comprennent immédiatement et vont devenir de vraies âmes sœurs. L'un d'eux va même sauver la vie de l'autre à 2 reprises lors d'agressions en prison. Ensemble, ils partagent un fantasme commun, la domination à travers le viol de jeunes femmes. Ils vont ainsi fomenter, pendant leur incarcération, un plan qui consiste, dès leur sortie de prison, à kidnapper, violer, torturer, puis tuer des jeunes femmes par année croissante de 13 à 19 ans. Ils ajoutent même qu'ils aimeraient devenir plus célèbres que Charles Manson. Ces deux hommes, ce sont Roy Norris et Lawrence Big Taker. Et aujourd'hui, je vous raconte l'épouvantable histoire de leur tuerie qui s'étale de juin 79 à octobre 79. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur 2 tueurs en série connus, mais sur lesquels il y a peu de documentaires, peu de vidéos. Alors, il est grand possible que vous en ayez jamais entendu parler. Une histoire assez horrible, clairement, et assez difficile. Donc, si vous êtes un peu sensible, n'hésitez pas à passer certains passages, etc. Bref, ou à simplement quitter la vidéo, même si pour moi, c'est pas très rentable de vous dire ça. Cela dit, j'espère que ça vous plaira. On est parti pour cette nouvelle histoire des serial killers. Venez avec moi, let's go. Lawrence B. Taker. Lawrence B. Taker naît le 27 septembre 1940 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il vit une enfance très difficile, car il est abandonné par ses parents biologiques. Et très vite, cependant, il est adopté par un certain George B. Taker, qui est employé dans une usine aéronautique, et par sa femme. La nouvelle famille est souvent contrainte de déménager au gré des mutations du père adoptif de Lawrence. Très tôt, Lawrence B. Taker va tomber dans la délinquance. Dès 1952, alors qu'il a 12 ans, il est arrêté pour vol à l'étalage. Durant les 4 années qui suivent, les délits vont s'enchaîner. D'après lui, pour compenser le manque ses parents biologiques. En 1957, alors qu'il a 17 ans, il quitte l'école car ça ne l'intéresse pas, malgré le fait qu'il ait un QI énorme de 138. Et à la place, il va plutôt continuer les délits. La même année, il est arrêté pour vol de voiture et délit de fuite. Il est alors incarcéré 2 ans. En 1959, il est libéré, mais très vite, il vole à nouveau des voitures et retourne en prison pour 18 mois. Il apprend bien de ses erreurs déjà. Ça commence bien. Il est finalement transféré dans un centre médical pour son bon comportement. En 1960, lors de sa libération, il apprend que ses parents adoptifs l'ont désavoué et ont quitté l'État. Il ne les reverra plus jamais. La même année, il est encore arrêté pour vol. Décidément, là, ça fait beaucoup, Lawrence. Comme quoi, même quand on a un très gros QI, on n'échappe pas forcément plus facilement à la police. Prison Break nous a menti. Petit coup de gueule. En 1961, lors de son incarcération, il rencontre un psychologue qui le diagnostique psychotique, borderline avec un comportement paranoïaque. Le psy rajoute qu'il est manipulateur et qu'il possède une hostilité refoulée. Il le met dans son dossier et tire une première fois la sonnette d'alarme. En 1963, il est libéré sur parole après 2 ans de prison. En 1964, donc seulement pratiquement 1 an après, il retourne en prison pour vol, de nouveau, bordel, Lawrence, tu fais pas d'effort. Durant son incarcération, il rencontrera 2 psys qui confirmeront son diagnostic précédent et ajouteront qu'il ne reconnaît pas les conséquences de ses actes et il est mis sous antipsychotique. En 1965, il est relâché, là vous vous dites c'est bon, il a compris, mais non, vous commencez à connaître Lawrence. En 1967, il est arrêté à nouveau pour vol à main armée et fuite, et donc c'est le retour en prison pour 5 ans. En 1970, il est relâché après seulement 3 ans. La justice américaine à cette époque-là ne fait clairement pas d'efforts aussi, et vous allez voir dans la suite de cette vidéo qu'ils ne sont pas totalement innocents dans toute cette affaire, vu l'ignorance qu'ils ont montrée malgré toutes les sonnettes d'alarme qui ont été faites par différentes personnes. Donc, en 1970, il est relâché. En 1971, rebelote, arrestation pour cambriolage et retour en prison pour 6 mois à 15 ans. Ça fait large comme fourchette, je suis d'accord. En 1974, il est libéré, mais comme vous commencez vraiment à connaître le bonhomme, il est de nouveau arrêté, mais cette fois-ci pour un fait beaucoup plus grave, tentative de meurtre. Il a en fait volé de la viande dans un supermarché et lorsque le boucher a voulu l'en empêcher, il l'a poignardé. Il a ensuite été maîtrisé par 2 employés de cette même boucherie. La victime a heureusement survécu et Lawrence a été incarcéré au California Men's Colony de San Luis Obispo. Durant son incarcération, il rencontrera un nouveau psy très connu dans le monde criminel, Monsieur Ronald Markman. Il s'est occupé de plusieurs très gros serial killers de l'époque, tels que Charles Manson ou Richard Case, connu sous le nom Vampire de Sacramento. À ses yeux, son interlocuteur n'est pas un simple psychotique borderline. Il est un pur psychopathe. B. Taker est incapable de suivre les règles et il ne l'apprendra jamais. Le médecin avertit que B. Taker est un individu d'une extrême dangerosité qui présente de gros risques d'escalade dans la gravité de ses crimes. Je le cite, il est incapable de contrôler ses pulsions, c'est un homme qui pourrait tuer sans hésitation ni remords. B. Taker blâme la société et les autres pour ses problèmes judiciaires. Il désigne l'alcool et les tranquillisants comme responsables de ses actes criminels.
Mais en même temps, il affirme qu'il n'en abuse pas tant que ça. Lorsqu'il raconte par exemple son vol au supermarché, il dit simplement « Je suis allé dans ce magasin pour acheter du lait, je me souviens avoir mis la viande dans mon pantalon et l'instant d'après, les flics me questionnent au commissariat. » Il prétend ne pas se souvenir de la suite des événements. Poussé dans ses derniers retranchements par le docteur Markman, il se contente d'un « Je n'arrive pas à éviter les ennuis ». Les psychiatres que Bittaker rencontre en prison confirment l'évaluation du docteur Markman. En 1977, le diagnostic est sans appel. Bittaker va certainement commettre de nouveaux crimes dès qu'il sera remis en liberté. Ceci est inscrit dans son dossier. En juillet 1978, un autre psychiatre qualifie Bittaker de psychopathe sophistiqué. Malgré tous ces avertissements, rien ne sera pris en compte et Lawrence sera libéré le 15 novembre 1978. Mais ce n'est pas tout. Durant son incarcération, il a rencontré son nouvel acolyte qui partage la même vision du monde que lui, un certain Roy Norris. Roy Norris. Roy Norris est né le 5 février 1948 à Greeley. Contrairement à Bittaker, il mène une enfance normale, même si on en sait très peu. On estime qu'il vient d'une famille modeste, et pour le coup, lui n'a pas été abandonné par ses parents. En 1965, alors qu'il a 17 ans, Norris lâche l'école et s'engage dans la marine. Il est posté à San Diego et par la suite envoyé au Vietnam où il ne sera jamais exposé au combat. En 1969, alors qu'il est à peine majeur, il revient de San Diego et est arrêté pour tentative de viol. Il écope alors de 3 mois de prison et est libéré sous caution, mais il est réarrêté une nouvelle fois avant même que son premier procès ait lieu pour une nouvelle tentative de viol. Vous commencez à comprendre pourquoi ils vont bien s'entendre avec Bittaker. Il a essayé de pénétrer dans la maison d'une femme de force, mais la police est intervenue avant qu'il ne puisse passer à l'acte. Après cette agression, Norris est renvoyé de la marine pour problèmes psychologiques. En mai 1970, il est de nouveau libéré sous caution, mais dès sa sortie, il attaque une étudiante. Il saute sur la jeune femme par derrière, la frappe sur la tête avec une roche et l'assomme avant de lui taper la tête plusieurs fois sur un trottoir. Vraiment, ces deux-là, ils se sont bien trouvés, si on peut dire ça. La femme, heureusement, survit et il n'est accusé que pour assaut avec une arme pouvant causer la mort. La même année 1970, il est envoyé à l'hôpital d'État d'Atascadero comme prédateur sexuel et il y reste 5 ans. Lorsqu'il entre dans cet institut, il croise la route d'un certain Ed Kemper, qui lui quitte le centre, considéré comme guéri. Lorsque Norris est lui aussi libéré, il est considéré comme maintenant inoffensif. Faudrait peut-être fermer ce centre, non ? En fin 1975, 3 mois seulement après sa sortie du centre, Norris attaque et viole une jeune femme de 27 ans. Inoffensif, il disait. Il est alors envoyé au California Men's Colony de San Luis Obispo. Si vous vous souvenez de ce nom, c'est normal. En effet, c'est au même endroit qu'un an plus tôt, Bittaker avait été envoyé, et bien sûr, il y est toujours. C'est donc là-bas que les deux hommes vont se rencontrer. Des âmes sœurs. Dès leur rencontre, le courant passe très bien entre eux. Ils se rendent rapidement compte qu'ils ont les mêmes passions, le viol et la domination. Ils s'entendent tellement bien qu'ils vont s'autoproclamer des âmes sœurs. Durant leur incarcération, Bittaker va sauver à 2 reprises la vie de Norris. À partir de là, ils vont mettre en place ce qu'ils appelleront le code du prisonnier. Durant leur temps libre, et peut-être qu'ils en ont trop, ils fomentent un plan. Et là, vous vous dites quel plan peut bien fomenter un mec qui a 138 de QI et un violeur impulsif? Sauver le monde? De ranger en sortant? Évidemment que non. Ils parlent de leur sortie et qu'à ce moment-là, ils tueront une fille par année d'âge entre 13 et 19 ans pour devenir célèbres. Ils souhaitent même devenir plus célèbres que Charles Manson. Mise en place de l'horreur. Le 15 novembre 1978, Bittaker sort de prison. La même année, il emménage à Los Angeles où il trouve un emploi en tant que machiniste qualifié. Il gagne alors $1000 par semaine. Le con, il gagne plus que moi alors qu'il sort de prison. Et sûrement plus que la plupart d'entre nous. Il fait ami-ami avec des personnes de son voisinage où il est perçu comme une personne généreuse et serviable qui fait des gros dons à l'armée du salut, en achetant une grande quantité de fast-food et de vin. Il est aussi très populaire auprès des adolescents car il leur donne de la marijuana et de la bière. Bravo l'adolescence, bravo. Pendant cette période, il en profite pour acheter une camionnette grise argentée, un véhicule sans fenêtre et avec une grande porte coulissante sur le côté. Pendant ce temps, Norris, lui, est toujours en prison et il sort le 15 janvier 1979. Il déménage alors avec sa mère à Los Angeles et trouve un travail en tant que plombier. La même année, Bittaker lui écrit concernant les fameux plans fomentés en prison. Il n'a pas pu oublier ses plans et se dire qu'il gagnait déjà 1000 balles par mois et que ça pouvait suffire. Non. Les deux hommes se donnent alors rendez-vous dans un hôtel miteux du centre-ville de Los Angeles. Durant le mois de février et jusqu'au mois de juin 1979, ils préparent leur plan. Ils installent 2 lits, des outils, des vêtements et une glacière remplie de bière et de boissons non alcoolisées dans la fameuse camionnette grise argentée. Camionnette qu'ils renomment Murder Mac. Au cas où c'est pas assez clair. Pendant ces mêmes mois, ils ramassent des dizaines d'autostoppeuses qu'ils n'agressent pas. Ces cas leur permettent d'affiner leur technique d'hameçonnage.
et de trouver de bons lieux isolés. Il trouve alors un endroit, les monts de San Gabriel, qui surplombent la cité de Glendora. Là-bas, il tombe sur un chemin de terre barré par une barrière fermée. Bittaker casse le cadenas et le remplace par le sien. À présent, il ne leur reste plus qu'à trouver leur première victime. Le début des atrocités. On est maintenant le 24 juin 1979. Lucindy Lynn Schaeffer se balade en bord de route. Évidemment, Bittaker et Norris tombent sur elle et ils décident que ce sera leur première victime. Elle est attrapée par Norris et enlevée. Bittaker monte la radio pour que personne ne l'entende crier, pendant que Norris lui lie les chevilles et les mains. En moins d'une minute, Lucindy Lynn Schaeffer a disparu de la surface de la Terre. Seule trace dérisoire de sa présence, une chaussure sur le trottoir. Il conduit ensuite la jeune fille au milieu des montagnes, puis déclare que la fête commence. Petit aparté, mais toutes les citations que je vais dire, c'est toutes des citations qu'ils ont eux-mêmes décrites au procès. Norris annonce « Je passe en premier » et demande à Bittaker de s'éloigner pour 1 heure environ. Les heures qui vont suivre, ils vont forcer Lucindy Lynn Schaeffer à avoir des relations sexuelles avec eux pendant des heures. Puis, Norris tente de l'étrangler. Mais le visage de sa victime, plein d'horreur, le fait vomir. Cindy, avant d'être étranglée à nouveau, demande un peu de temps pour prier. Après ça, Bittaker tente lui aussi de l'étrangler, mais il n'y arrive pas non plus. Malgré tous leurs efforts, Lucindy Lynn Schaeffer respire encore. Il déclare « C'est beaucoup plus difficile d'étrangler quelqu'un que ce qu'on voit à la télévision. » Ils essaient ensuite avec un cintre métallique qu'ils tordent et serrent autour de son cou, mais rien n'y fait, malheureusement pour elle. Et oui, je dis malheureusement parce que je suis vraiment horrifié de savoir que ces souffrances ont duré aussi longtemps. Elle ne meurt toujours pas. Bittaker prend des pinces dans sa boîte à outils pour serrer encore plus le cintre. Finalement, Lucindy Lynn Schaeffer est prise de quelques sursauts et s'éteint au bout de 15 secondes. Le métal est tellement incrusté dans sa chair qu'elle saigne. Alors, pour éviter qu'il n'y ait des traces dans le camion, il décide de l'enrouler dans un rideau de douche et la jette du haut d'une falaise très profonde. Nous sommes maintenant le 8 juillet 1979, environ 2 semaines plus tard. Andrea Joy Hall fait de l'autostop près de la côte Pacifique. Bittaker lui offre une boisson gazeuse qu'elle va chercher dans le van et Norris en profite pour se jeter sur elle. Après une lutte acharnée, Norris arrive à la maîtriser en lui tordant le bras derrière le dos. Elle hurle tellement que Bittaker augmente le son de la radio pour étouffer ses cris. Elle est ensuite bâillonnée et attachée aux poignets et aux chevilles. Ils l'emmènent à San Gabriel, même lieu que leur précédente victime. Durant son calvaire, ils vont la forcer à avoir des relations sexuelles 3 fois et l'obligent à faire des fellations. Norris s'en va un moment pour chercher des bières car il n'en a plus. Bittaker, lui, pour l'instant, prend des photos d'elle alors qu'elle essaie de se débattre. Lorsque Norris revient, Bittaker est en train de regarder les photos qu'il a prises et il rigole. Mais aucune trace de Andrea Joy Hall. Bittaker parle à son ami et lui explique « Je lui ai annoncé que j'allais la tuer et j'ai voulu voir ce qu'elle allait faire. » Alors il explique que quand elle a crié trop fort, il a pris son pic à glace et lui a enfoncé dans chaque oreille. Mais elle n'est pas décédée suite à cette attaque. Il explique qu'il a fini par l'étrangler, puis il a jeté son corps en bas d'une falaise. Nous sommes maintenant le 3 septembre 1979, environ 2 mois après. Cette fois-ci, c'est 2 jeunes filles, Jacqueline Lea Lampe et Jackie Gilliam, qui font de l'autostop pour se rendre à la plage. Norris et Bittaker les récupèrent et leur font fumer de la marijuana en leur offrant des boissons. Jacqueline Lea Lampe se doute de quelque chose et alors qu'elle essaie de s'enfuir en ouvrant la porte coulissante, Norris la frappe à l'arrière de la tête avec un sac rempli de plomb et se jette ensuite sur Jackie Gilliam pour la maîtriser. Il les ligote toutes les deux. Elles sont gardées 2 jours en captivité, où elles seront forcées d'avoir des relations sexuelles avec eux, et torturées, mais aussi enregistrées par magnétophone par leurs 2 ravisseurs. Ils prendront même des photos d'elles nues. Les sources diront même qu'ils iront jusqu'à les torturer pour qu'elles s'évanouissent, pour ensuite les réanimer et les torturer à nouveau. Bittaker poignarde Jackie Gilliam dans les 2 oreilles avec son pic à glace, mais elle ne décède pas de ça, malgré le fait qu'elle ait toujours le pic à glace planté dans sa tête. Bittaker et Norris vont donc l'étrangler chacun leur tour, jusqu'à ce qu'elle décède, tout ça sous les yeux de son ami. Il passe ensuite à Jacqueline Lea Lampe. Bittaker l'étrangle pendant que Norris la frappe 7 fois avec une masse et lui arrache un mamelon avec une pince à étau alors qu'elle vit toujours. Les corps sont à nouveau jetés de la même falaise. On est maintenant le 31 octobre 1979. Alors que Bittaker et Norris roulent sur la section Sunland-Tujunga de la San Fernando Valley, ils tombent sur Shirley Ledford. Ils la prennent en autostop. Elle connaît Bittaker, donc elle monte avec eux sans aucune inquiétude. Malheureusement, elle ne s'attend pas à ce qu'il lui reste 2 heures à vivre. Comme d'habitude, ils offrent de la marijuana, mais elle refuse, et ils la conduisent dans un endroit isolé. Et alors qu'elle ne se doute de rien, ils se jettent sur elle et la ligotent avec du ruban de construction. Norris conduit pendant 1 heure, durant laquelle Bittaker la gifle, se moque d'elle, la frappe avec ses poings pour qu'elle se mette à crier fort. Il dit même « Quel est le problème? Tu n'aimes pas crier ?» en lui hurlant dessus.
Shirley Ledford pleure et supplie de ne pas la toucher. En réponse, elle doit crier à nouveau aussi fort que possible pour assouvir leur désir. Puis, Bittaker et Norris la frappent chacun leur tour avec un marteau, la torturent avec la pince, la forcent à avoir des relations sexuelles et lui enfoncent des outils là où vous pensez. Bittaker enregistre tout sur son magnétophone et ces enregistrements-là, je les ai retrouvés. Donc ce qui va suivre, si vous ne souhaitez pas l'entendre, je vous invite à aller directement à ce timecode. Bon courage. Ce que vous entendez, c'est la respiration de Norris, et derrière, Bittaker qui est en train de torturer cette pauvre Shirley Ledford. Norris prend ensuite sa place, il prend le marteau et la frappe plusieurs fois sur le coude gauche, dans le but qu'elle continue de pleurer. Pareil que pour les victimes précédentes, quand elle s'évanouit, il la réveille pour la torturer à nouveau. 2 heures de captivité, puis Norris et Bittaker l'étranglent avec un cintre qu'il serre à l'aide de pinces à étau. Norris et Bittaker se débarrassent du corps sur la pelouse d'un quartier résidentiel pour voir comment va réagir la presse. La fin de la folie. Le 1er novembre 1979, un jogger tombe sur le corps. Après autopsie, on découvre qu'en plus d'avoir eu des relations sexuelles forcées, Shirley Ledford est morte par strangulation et a un énorme traumatisme au visage, à la tête, au sein et au coude gauche. Ses organes vitaux et son rectum sont déchirés. Elle a, en plus de ça, le doigt gauche sectionné. Le 3 novembre 1979, Norris rencontre un certain Jimmy Dalton, qui est en fait un ancien codétenu à lui, à qui il parle des meurtres. Il lui révèle qu'ils ont commis 3 enlèvements de plus, sans succès, et il avoue avoir violé et relâché Robin Robeck. Le 4 novembre 1979, après avoir entendu les aveux, Dalton s'informe auprès de son avocat qui lui dit de tout avouer à la police. Ce qu'il fait en parlant à l'inspecteur Paul Bynum de Redondo Beach, qui, lorsque l'homme lui explique ce qu'il a entendu, réagit sur un détail, celui du van gris argenté. Car il y a eu une plainte d'une certaine, justement, Robin Robeck, quelques mois plus tôt, pour viol. Mais elle n'avait pas réussi à se souvenir des visages et de la plaque de ses agresseurs. Il se rend chez Robin Robeck avec des photos. Elle reconnaît immédiatement sur les clichés le visage de Bittaker et Norris comme étant ses agresseurs. Le 5 novembre 1979, en reliant Bittaker et Norris au viol de Robin Robeck, la police de Hermosa Beach, sous la demande de l'inspecteur Bynum, met Norris sous surveillance. Le 20 novembre 1979, il est vu en train de trafiquer la marijuana et est arrêté pour violation de sa liberté conditionnelle. Le même jour, Bittaker est lui aussi arrêté car il est suspecté du viol de Robin Robeck. Le même jour, perquisition chez Bittaker et découverte de photos des victimes, de 7 bouteilles d'acide et dans sa camionnette, une masse, un sac en plastique rempli de plomb, un livre expliquant comment localiser les fréquences radio de la police, un pot de vaseline, 2 colliers appartenant aux victimes et des cassettes audio des enregistrements des crimes. Une perquisition est ensuite effectuée chez Norris et il découvre un bracelet, celui de Shirley Ledford, et 500 photos d'adolescentes prises sans leur consentement. Le 30 novembre 1979, Norris comparaît devant les inspecteurs, ainsi que devant un juge concernant le viol du 30 septembre de Robin Robeck. L'inspecteur affirme que Norris est le point faible du duo, et il a raison. Mis devant le fait accompli de ce viol et les preuves trouvées dans le van de Bittaker quelques jours plus tôt, surtout l'enregistrement audio où l'on entend Bittaker torturer Shirley Ledford, il avoue alors sa participation au meurtre, au viol et au kidnapping. Très vite, il blâme Bittaker et lui rejette toute la faute. En échange, le procureur accepte de négocier avec son avocat. Il accuse Bittaker de l'avoir entraîné après la conclusion de leur fameux acte de prisonnier. Il affirme avoir été sous l'influence de drogue dure la plupart du temps. Il propose ensuite aux enquêteurs de les mener jusqu'au corps des victimes et de témoigner contre son ex-partenaire, en échange de la vie sauve. À ce moment-là, Bittaker et Norris sont accusés de 5 chefs de meurtre, de vol qualifié, de viol forcé, de perversion sexuelle, de complot criminel, d'enlèvement, puis ils sont enfermés à la prison de Saint-Quentin pour Bittaker et dans le centre correctionnel Richard G. Donovan pour Norris. En février 1980, Norris guide les enquêteurs dans les monts de San Gabriel. Bittaker pensait que les animaux sauvages allaient effacer toute trace des cadavres. L'hypothèse se révèle exacte pour Cindy Schaeffer et Andrea Hall. En revanche, les squelettes éparpillés de Jackie Gilliam et Léa Lampe sont retrouvés. Le pic à glace de Bittaker toujours enfoncé dans le crâne de Jackie Gilliam. Toujours en février 1980, le procès de Bittaker a lieu. Le procureur demande la peine de mort. Durant le procès, il ne montre aucun remords. Même lors de l'écoute de la cassette retrouvée dans son van, des dizaines de personnes pleurent, voire quittent la salle de dégoût. Mais Bittaker, lui, reste là. Et on peut clairement voir qu'il trouve ça drôle. Le 24 février 1980, il est inculpé de 29 chefs d'accusation,
d'enlèvement, de viol, de sodomie et de meurtre, en plus de diverses accusations d'association de malfaiteurs et de possession d'armes à feu, de chefs d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre datant de décembre 1979, dans lesquels il avait tenté de persuader 2 détenus à leur libération d'aller assassiner Robin Robeck. Le 17 mars 1980, c'est la fin de la délibération du jury. Résultat, 26 verdicts de culpabilité pour viol, torture, enlèvement et meurtre. Le 24 mars 1980, Bittaker est condamné à mort. Le juge Thomas Fredericks inclut une condamnation de 199 ans au cas où la peine de mort soit commuée, afin de s'assurer qu'il ne sortira jamais de prison. Durant son incarcération, Bittaker fait appel, invoquant des erreurs de procédure telles que la validité des mandats autorisant la fouille de sa fourgonnette, de sa chambre de motel et le renvoi par le juge d'une femme initialement embauchée dans le jury pour conseiller la défense de Bittaker. Cet appel sera évidemment rejeté car le tribunal juge que les erreurs de procédure sont mineures compte tenu de toutes les preuves solides contre Bittaker. De 1989 à 2007, durant son incarcération, quand il ne joue pas aux cartes dans la cour de Saint-Quentin, Bittaker s'occupe de répondre aux nombreux courriers de ses fans. La plupart émanent de jeunes femmes, certaines lui font des propositions de mariage. Quand Bittaker leur répond, il signe de son pseudonyme Les Pinces. En plus de ça, il écrit un livre qui illustre son partenariat avec Norris ainsi que les détails de la tuerie. Il se présente même comme un sauveur de ces femmes qu'il a lui-même tuées avec son acolyte. Bittaker accordera plusieurs interviews dans le couloir de la mort où il n'exprime toujours aucun remords et s'amuse même de ces histoires. En 2010, Norris, qui a écopé de la prison à vie, demande une liberté conditionnelle qui a été refusée, la prochaine demande ne pouvant être faite qu'en 2020. En 2019, Bittaker meurt de mort naturelle le 13 décembre à 16h, à l'âge de 79 ans, sans être jamais passé sur la chaise électrique. Et pour finir, le 26 février 2020, c'est finalement Norris qui décède à l'âge de 72 ans, 2 mois après Bittaker, avant de pouvoir demander une nouvelle liberté conditionnelle. Finalement, leur tuerie n'aura duré que 4 mois, et heureusement. Grâce à une erreur de Norris, qui a entraîné son ancien co-détenu à le dénoncer, les 2 monstres ont pu être arrêtés et sûrement que de nombreuses femmes ont pu être sauvées. La monstruosité humaine n'a parfois pas de limite lorsqu'on écoute ces histoires-là. On a du mal à croire que certaines personnes réelles ont pu vivre ou effectuer de telles atrocités. Et si vous voulez voir une autre vidéo sur le thème de l'horreur, je vous conseille de cliquer juste là-haut pour être redirigé sur une autre de mes vidéos. Et sur ce, c'est donc la fin de cette histoire et de ce reportage. J'espère que ça vous a plu, une vidéo plus longue, beaucoup plus recherchée. J'ai croisé pas mal de sources, etc. Ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai bien kiffé. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose, une histoire, pour que ces filles-là, malgré tout, en dehors un peu du mythe des tueurs en série, etc., que ces filles-là ne soient pas oubliées. Ce qu'elles ont vécu est horrible, et c'est pour ça que je faisais des blagues un peu au début sur la vie de Lawrence, sur la vie de Norris, etc. Et je faisais plus de blagues après. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me permettra de savoir si vous voulez que j'en refasse ou pas sur des peut-être tueurs en série un peu plus connus, un peu moins connus, en tout cas des plus grosses vidéos comme ça. Je prépare d'autres choses évidemment pour les prochaines semaines, j'espère que ça va vous plaire. On arrive très proche de la nouvelle année et vous ne verrez une vidéo de moi qu'après le nouvel an, donc sur ce je vous souhaite une très bonne année, une très bonne soirée de nouvel an, faites gaffe à vous quand même, et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou la famille.